Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 9 juin 2023, il est 10h10 en France et 17h10 au Japon. On commence un tout petit peu en retard et nous voilà ensemble comme chaque vendredi 10h midi pour un nouvel épisode de Soft Power. Alors si vous écoutez l'émission pour la première fois, Soft Power c'est une matinale pop culture hebdomadaire engagée dans laquelle je fais un point critique sur l'actualité de la semaine passée. Comprenez qu'on va parler ici de tendances de fond, de politique culturelle, de conditions de production et de diffusion, de tous ces objets culturels qui nous disent beaucoup de nous et de notre monde. Le tout en se laissant porter, comme vous pouvez l'entendre, par de la musique d'animé, histoire de découvrir ou de redécouvrir des noms de compositeurs ou de compositrices bien trop souvent méconnus du grand public. Cette semaine, on va parler de quoi ? On va revenir sur la présentation par Apple d'un nouveau produit désormais au cœur d'une nouvelle stratégie pour l'avenir de son entreprise, le Apple Vision Pro, un masque de réalité virtuelle et augmentée dont les perspectives pour nos pratiques culturelles ne sont peut-être pas si réjouissantes que ça. On va regarder Sylvester Stallone et Jason Statham mettre des gros bourre-pifs dans la tétasse avec la première bande-annonce de The Expendables 4, dont on comprend plus très bien le projet par ailleurs. On va partir côté Japon pour parler une fois n'est pas coutume de théâtre, avec une tentative d'incursion sur la scène internationale de la revue Takarazuka, une compagnie de théâtre japonaise composée exclusivement de femmes. On va parler grève et résistance en France et à Hong Kong, avec ce qui se passe autour des protestations à Disneyland Paris et ce qui se passe du côté de l'annuelle commémoration hongkongaise du massacre du 4 juin. On va fêter les 20 ans du format podcast avec ce qui est probablement le pire cadeau d'anniversaire possible. Et on va revenir en France pour parler de Marinette, le biopic centré sur la légende du football français, qui est Marinette Pichon. Mais vous le savez, un bon soft power commence par très attendu bande-annonce de la semaine. Et si cette semaine vous vouliez décompresser de votre semaine en voyageant à dos de géants, en dirigeant des armées de singes humanoïdes et en tirant de gigantesques flèches de feu sur des monstres à 18 mains qui font 2 km de haut, eh bien d'abord vous êtes un petit peu bizarre, mais vous êtes quand même tombé au bon endroit. Bonjour tout le monde, c'est le Lex du montage. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, j'ai dû flouter cette partie de l'émission. N'hésitez pas, si vous voulez découvrir la bande-annonce, à cliquer sur le lien que j'ai mis en description et je vous propose de revenir tout de suite à l'émission. Vendredi prochain sortira en salle Adipurush, le premier homme, film indien basé, comme je peux le voir dans le chat, sur l'épopée sanskrite Ramayana, l'une des plus grandes épopées antiques du pays qui nous raconte l'histoire de Rama, incarnation du dieu Vishnu, qui part à la rescousse de sa femme Sita, enlevée par le roi démon Ravana. Le film est écrit et réalisé par Omroth, réalisateur de Lokmanya et Taranji, pour lequel il avait obtenu lors de la 68e cérémonie des prix nationaux du cinéma le prix, écoutez ça bien, du meilleur film populaire offrant un divertissement sain. Ça ne s'invente pas. On retrouve au casting Prabhas, immense star du cinéma indien régulièrement cité dans le top 100 des célébrités de Form Magazine et qui avait tout cartonné avec Bahubali 2, le deuxième succès le plus important du cinéma indien, devant RRR, devant Pathan dont on parlait encore il y a quelques semaines. Mais on retrouvera aussi Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Sins et Devdutt Nage qui auront ainsi la lourde tâche d'incarner les personnages de cette épopée qui avait déjà été adaptée et réadaptée de nombreuses fois. Vous l'imaginez bien, sur tout un tas de supports, mais c'est la première fois qu'elle l'est avec autant d'enjeux financiers, puisqu'avec son budget de 63 millions de dollars, Adipurush est tout simplement le deuxième film le plus cher du cinéma indien, juste derrière RRR. Alors, je passe sur les nombreuses polémiques dont le film a souffert en ce qui concerne la qualité de ses effets visuels. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que c'est extrêmement laid, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, ni d'ombre tout court d'ailleurs sur pas mal de personnages. Les incrustations sont dégueulasses, les effets visuels indignes d'une cinématique PlayStation 2, d'un jeu qui aurait été gravé, rayé, puis regravé par-dessus. Ça, on peut à peu près se mettre d'accord là-dessus. Le truc, c'est qu'il y avait peut-être un autre moment pour le souligner, parce que les gueulantes et les parodies ont été tellement nombreuses sur les réseaux suite à la diffusion d'un premier teaser en octobre de l'année dernière, que le studio responsable des effets visuels du film avait dû publier une déclaration pour s'excuser et promettre d'améliorer le travail, ce qu'ils ont fait la
ce que vous avez vu, c'est la version améliorée. Faut voir le teaser pour comprendre de là d'où on vient. Améliorations qui ont fait augmenter le budget global du film de 10 millions de dollars, un peu à la dernière minute, ce qui a sûrement provoqué des tonnes de crunch en interne pour pouvoir tout finir à temps, ce qui est vraiment pas terrible. Mais si je vous parle de ce film-là aujourd'hui, c'est surtout pour le rapport un petit peu trouble qu'il entretient avec le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, le BJP, au pouvoir depuis 2014. Le BJP est notoirement connu pour être un parti de droite nationaliste hindoue qui défend une vision conservatrice et néolibérale de la société et de l'économie indienne. Et quoi de mieux à quelques mois des élections législatives du pays, pour lesquelles les perspectives sont plus que favorables pour l'instant pour le BJP, d'asseoir son avance par une stratégie à 8 bandes à travers son soft power, en participant indirectement à la promotion, à l'autorisation et parfois même au financement de films majeurs, par exemple en exemptant sur certains territoires des productions audiovisuelles de la taxe sur les biens et services. En mars 2022, The Kashmir Files, un autre film de Vivek Agnihotri, centré autour de l'exode de 1990 des hindous de Cachemire, avait fait polémique à l'époque, d'abord parce que c'était un film éclaté, révisionniste et islamophobe, déjà, et ensuite parce qu'il avait été mystérieusement poussé par le gouvernement au pouvoir. Le BJP avait soutenu le film de plusieurs manières, en le rendant exempt de taxes dans 6 États dirigés par le parti, évidemment, en le faisant carrément promouvoir par le Premier ministre Narendra Modi et d'autres ministres du BJP, et en offrant, on n'est plus à ça près, pourquoi pas, aux policiers du Madhya Pradesh un jour de congé, c'est pas une blague, pour qu'ils puissent aller voir le film. Sauf que ça, pour The Kashmir Files, c'était clair comme de l'eau de roche. La question, elle reste un petit peu en suspens à mon sens pour Adi Pulush. Alors oui, le film bénéficie encore une fois d'exemptions fiscales, notamment dans l'État de l'Uttar Pradesh, encore une fois l'État le plus peuplé du pays avec ses 240 millions d'habitants. Et puis c'est assez difficile de ne pas penser que sur les 63 millions de dollars du budget, on ne retrouve pas des sympathisants du BJP, a fortiori que pour celui-ci, le Ramayana fait partie de l'identité hindoue. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette épopée est souvent utilisée comme un outil politique pour mobiliser les électeurs et pour revendiquer des territoires contestés, notamment en Ayodhya où se trouve le lieu de naissance présumé de Rama. Et c'est aussi pour cette raison que le BJP encourage régulièrement la diffusion du Ramayana à la télévision, la diffusion dans les écoles, ainsi que l'organisation de festivals culturels centrés sur l'épopée. Ce pourquoi on serait en droit d'avoir légitimement toutes les suspicions les plus intenses quant à ce film, qui a quand même sur les papiers tout l'apparat d'un blockbuster nationaliste à peine voilé. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un teaser, affreux, certes, ça on revient pas dessus, mais surtout un teaser qui présentait Hanuman avec une tenue en cuir, Sita avec une robe décolletée, ou encore Ravan avec un look moderne, ce qui avait provoqué un fort tollé dans une bonne partie de la frange conservatrice du pays, chez certains leaders politiques et chez les religieux hindous qui ont vu une forme de blasphème, amenant le BJP à devoir prendre position contre le film, probablement par conviction un peu aussi, mais surtout histoire de se montrer proche des hindous conservateurs à quelques mois des élections. Le ministre sortant de l'Intérieur, Narottam Mishra, avait envoyé une lettre au réalisateur pour lui demander de retirer les scènes jugées offensantes. Le porte-parole du BJP, Ram Kadam, avait carrément demandé l'interdiction du film pour déformation de faits. Tout ça, même si c'est un petit peu difficile à dire, ressemble quand même un peu à du damage control pour être honnête, et on en saura sans doute un peu plus dans les années à venir pour savoir ce qu'il en était réellement. Ce qui est sûr, c'est que savoir si Adi Pulush est finalement un cheval de Troie nationaliste, c'est encore un petit peu difficile à dire, même si la réponse est évidemment déjà bien tranchée pour pas mal de partis de l'opposition qui se sont rapidement fait entendre sur la question. Mais ce qui est certain, c'est que le BJP semble pour l'instant bénéficier du meilleur des deux mondes, avec son en même temps qui devrait vous rappeler pas mal de mauvais souvenirs, en participant d'un côté au mécontentement des franges conservatrices de la société et de l'autre, en participant indirectement au financement du projet par l'exemption de taxes, une stratégie à 8 bandes, comme je le disais, qui pourrait lui être bénéfique à l'approche des élections, en lui permettant de toucher aussi une partie de la jeunesse indienne attirée par ce genre de blockbuster mythologique et en lui donnant l'occasion de valoriser, malgré quelques irrespects, la culture et les valeurs hindoues, avec au centre notamment l'importance de la vertu dans la vie d'un citoyen et dans les idéaux de la formation d'un État. A fortiori, que le film sera une très grosse machine diffusée
un peu partout, en hindi, en telugu, en tamoul, en kannada et en malayalam. Ce qui est sûr, c'est que Adipurush dépasse largement le simple cadre du divertissement, qu'il s'inscrit bien dans un contexte politique et religieux complexe et sensible en Inde, et que sa liminalité et son rapport trouble-pouvoir en font un objet culturel tout à fait singulier, dont l'étude dans les prochains mois et dans les prochaines années devrait être assez révélatrice, il me semble, des articulations du pouvoir et de la culture en Inde. Mais si tout ce qui vous intéresse avant tout, et je le comprendrai, c'est surtout de tirer des grosses flèches de feu et de voler à d'autres géants, Adipurush sortira vendredi prochain en Inde, et pour une sortie française, il faudra sans doute attendre encore un peu. On est en pleine manifestation parce qu'on est pris pour des idiots par notre direction. Ça fait des années qu'on demande que les salaires évoluent pour suivre l'inflation. Ça fait des années qu'on a différentes revendications par rapport à toutes les contraintes qu'on a pour notre métier. Et malheureusement, on n'est ni entendu, ni reçu, ni rien. On nous donne toujours de petites primes pour essayer de calmer la situation. Et au final, rien ne bouge depuis des années chez nous. Aujourd'hui, à Disneyland. Qu'est-ce qui se passe à Disneyland Paris? C'est en tout cas la question qu'a dû se poser la direction du parc samedi dernier, en voyant un bon millier de salariés défiler dans les allées de la rue principale, bloquant parades, spectacles et autres attractions pour une 4e journée d'une grève historique, d'autant plus qu'elle prend chaque jour un peu plus de poids. Démarré le 30 mai dernier avec 1000 salariés chantant libérés, délivrés et défilant avec des pancartes incroyables où on pouvait lire « Les grèves deviennent réalité, vous êtes des génies ». C'est samedi dernier désormais entre 1300 et 1600 salariés qui ont parcouru Main Street pour demander des améliorations de leurs conditions de travail. Au programme, la demande d'une hausse de 200 € mensuels pour tous les salariés, un doublement de la paie pour les dimanches travaillés, une revalorisation des indemnités kilométriques et l'arrêt des horaires dits adaptés. Les horaires adaptés, les gens, c'est une arnaque, une sacrée arnaque, puisqu'en sortie de Covid, pour gagner en compétitivité, la direction du parc avait décidé de reproduire un système d'horaires différenciés qui permettait de moduler pendant le Covid la durée de journée de travail pour certains secteurs d'activité précis sur la base du volontariat, sauf que le volontariat des salariés est très rapidement devenu celui de la direction et que dans les faits, les cast members du parc ont souvent été amenés à devoir se déplacer seulement pour des journées de 4 heures, mais aussi à devoir travailler sur des plages de 9 heures, le tout ponctué par des congés qui bien souvent ne s'enchaînent plus, jetant aux oubliettes les possibilités d'une vie familiale. La direction avait évidemment tenté le vendredi 26 mai de recevoir tout le monde pour discuter mesurette et jouer la montre jusqu'à l'été. Une prime de 125 € net pour les cast members éligibles, quoi que ça veut dire, aucune idée, et la possibilité de monétiser les jours de repos. Peanuts par rapport à ce que demandent les salariés qui ne s'y sont pas trompés et ont maintenu leur mouvement. Mouvement d'autant plus intéressant dans sa structure qu'il est né d'une organisation de fait des salariés en dehors des syndicats, que ce soit dans des groupes Facebook, mais aussi par de régulières réunions sous forme d'assemblée générale informelle en présentiel. Les salariés du parc avaient pris l'habitude de se réunir pour parler de leurs conditions de travail, ce qui a amené dans un premier temps à des micro-événements par-ci, par-là, notamment durant les spectacles pour commencer à faire entendre leur voix. Mais arrivé à la mi-mai, face à une inflation qui a rendu instantanément caduques les augmentations de salaire de 5,5% concédées lors des négociations annuelles obligatoires, les salariés contestataires ont formé ensemble le mouvement anti-inflation, partant des salariés de la maintenance pour rapidement atteindre ceux de l'hôtellerie, ceux des boutiques de vente, ceux des guichets et ceux des attractions évidemment. Et ce n'est que devant le succès de ces premiers rassemblements que les syndicats, la CGT, la CFTC, la CNTSO ou encore l'UNSA se sont greffés au mouvement pour lui donner encore plus d'assises. Bref, une belle grève dont la motivation des travailleurs et travailleuses du parc est pour le moment au beau fixe et qui n'est pas sans faire écho évidemment à la grève des scénaristes américains et notamment des scénaristes Disney, dont on a fait le point la semaine dernière dans Soft Power, mais aussi qui fait écho à la grève de 2018 des employés de Disneyland Resort en Californie, qui avaient manifesté devant les portes du parc pour réclamer des salaires plus élevés eux aussi pour tous les travailleurs du complexe Disneyland, scandant « Ils font l'argent, nous faisons la magie » et qui avaient obtenu en partie gain de cause.
Et puis, une grève qui fait écho aussi, et il est même important qu'elle y fasse écho, il me semble, à la grande grève des animateurs Disney, cette fois-ci, de 1941, qui avait duré 5 semaines et qui avait durablement modifié l'image de Walt Disney dans l'opinion publique, et notamment auprès des partis de gauche, qui voyaient auparavant majoritairement et quasi uniquement l'entreprise comme le fleuron de la culture américaine, sans trop s'intéresser à ses conditions de travail. When he drove up to his studio gate on May 29, 1941, the picketers were already on the march. Walt Disney was forced to wend his way through more than 200 of his striking workers. Nearly half of the studio's art department had walked out. And it wasn't just the low-wage workers. Some of Disney's most trusted animators were also on the picket line. The streets full of strikers, not only from Disney but from other studios, parading back and forth with signs. Et avec toutes ces pancartes, toutes ces images, toutes ces vidéos, tous ces slogans, toutes ces envies dont on déborde aujourd'hui de représentation, c'est avec tous ces imaginaires que les grévistes de Disneyland Paris sont en train de renouer, il me semble. Et il me semble, encore une fois, d'autant plus important qu'ils le fassent eux-mêmes, que les solutions ne risquent pas de venir d'en haut. Vendredi 26, le Parti radical de gauche, la gauche républicaine et socialiste, le Parti socialiste, Génération et Place Publique avaient co-signé un communiqué tiédasse en soutien aux salariés mobilisés, dans lequel il rappelait très mollement qu'il était, je cite, « essentiel que cette entreprise leader du tourisme européen et premier employeur de Seine-et-Marne montre qu'elle assume également en matière sociale l'exemplarité qu'elle prétend avoir en matière économique et sociétale. » Waouh, ce qu'ils leur ont mis! Bref, on continuera évidemment de couvrir ce qui se passe du côté de Disneyland Paris. Vous connaissez la politique de la maison, un soutien inconditionnel aux grévistes, puisqu'après tout, Disney nous a souvent répété dans ses films qu'on était plus forts ensemble. C'est sans doute une bonne occasion pour mettre en œuvre cette belle leçon. Ce dimanche, le service de streaming Beyond Live diffusera Casino Royale, My Name is Bond, un spectacle inspiré de la série de livres et de films issus de l'œuvre de Ian Fleming. Alors vous allez me dire, c'est pas la première fois que James Bond est décliné sur d'autres supports que le cinéma et que le livre, et vous aurez raison, sauf qu'il y a un truc. Ce que vous venez de voir et qui sera donc diffusé après-demain, c'est un spectacle de Takarazuka. Mais Lex, Kezako, que le Takarazuka? Attendez, j'arrive. En 1914, je dois faire un petit préambule historique. En 1914, Kobayashi Chizo, le fondateur de la compagnie ferroviaire Hankyu, décide, pour attirer les voyageurs à la gare de la ville de Takarazuka, de fonder une nouvelle forme de théâtre, en partie inspirée par le kabuki, le théâtre traditionnel japonais, lui exclusivement masculin, en tout cas maintenant, puisqu'on a tendance à bien vite oublier qu'il était lui-même exclusivement féminin avant de se faire acculturer, mais ça, c'est une autre histoire. Kobayashi Chizo, donc voulait créer un divertissement moderne et occidentalisé, inspiré par les revues de Broadway et de Paris. Il choisit des actrices pour jouer tous les rôles, en ce qu'il voyait dans les femmes l'essence de la beauté et de l'élégance. 1914, on rappelle. Et voilà qu'arrive le Takarazuka. La compagnie baptisée sobrement Takarazuka Revue est divisée alors en 5 troupes. La troupe Hana, les fleurs, Tsuki, la lune, Yuki, la neige, Hoshi, l'étoile et Sora, le ciel. Chacune d'entre elles ayant son propre style et son propre répertoire. Et si le kabuki visait, lui, à préserver une tradition ancienne qui se voulait raffiner avec ses techniques sobres et stylisées, même si c'est un petit peu en train de changer, le Takarazuka, lui, a toujours visé à créer un spectacle moderne, glamour, au moyen de décors et de costumes extravagants. Il s'est rapidement fait connaître pour ses spectacles grandioses et colorés, mêlant drame, comédie, romance, action et musique. Et aujourd'hui, au Japon, le Takarazuka, c'est une institution qui attire des millions de spectateurs chaque année, principalement des spectatrices, et qui a influencé tout un pan de la pop culture, en influençant notamment fortement le travail d'Osamu Tezuka, souvent considéré
comme le père du manga moderne. L'auteur avait passé son enfance et sa jeunesse à Takarazuka, la ville, amené régulièrement à assister souvent à des spectacles avec des membres de sa famille. Tezuka avait été influencé par le style visuel, par le mélange des genres, par le casting féminin, et il avait même collaboré à la mise en scène et à l'écriture de certaines pièces, notamment de spectacles basés sur ses mangas, une sacrée boucle d'inspiration. Et puis le Takarazuka, c'est ce mouvement traversé par tous ces paradoxes, un espace à la fois de subversion et de conformité aux attentes de la société japonaise, une compagnie qui défie les normes de genre traditionnel au Japon en proposant des spectacles où des femmes jouent des rôles masculins et féminins avec une grande liberté d'expression et de créativité, qui offre une alternative aux rôles sociaux en vogue, et de l'autre côté, qui respecte les codes du divertissement populaire, maintient une image respectable et conservatrice de ses actrices qui doivent rester célibataires et se retirer après une grosse dizaine d'années de carrière. C'est ça, le Takarazuka. Le Takarazuka, c'est un vrai bout de Japon. Et si l'événement dont je voulais vous parler aujourd'hui est aussi important, c'est qu'il est extrêmement rare de voir du Takarazuka en dehors du Japon, en dehors de quelques troupes qui ont sporadiquement tourné à l'étranger et qui ont parfois dû adapter leurs pièces à leur nouveau public. La retransmission de ce Casino Royale par Beyond Live est un premier test à grande échelle de l'ouverture du théâtre à l'étranger, à plus forte raison que contre l'achat d'un billet numérique pour $27, des sous-titres seront disponibles notamment en anglais, de quoi permettre au plus grand nombre de découvrir un pan assez rarement connu de la culture et de l'histoire culturelle japonaise. Et cet événement, il est d'autant plus important que pour ne rien gâcher, c'est la troupe Solagomi qui sera en charge de la performance. Ce sera leur dernière représentation avant la fin de la tournée, mais ce sera surtout la dernière représentation tout court pour Makaze Suzuro, qui incarne James Bond dans cette pièce, aujourd'hui considérée dans l'interprétation de rôles masculins comme l'actrice numéro 1 et qui prendra sa retraite ce dimanche, juste après la représentation, après 15 ans de bons et loyaux services. En bref, une tentative d'incursion en fanfare du Takarazuka sur la scène internationale et dans le soft power japonais, avec l'apothéose d'une série de représentations, mais aussi l'apothéose d'une carrière, celle de Makaze Suzuro. Si ça vous intéresse, les billets sont achetables sur le site web de Beyond Live et le programme devrait diffuser ce dimanche à 13h30 heure japonaise de mémoire, ce qui nous fait un bon 6h30 du matin en France. À bon entendeur. Tu veux jouer? Je peux pas, je suis une fille. Bah, c'est pas une raison, ça. Merci maman. Et on n'en parle pas à papa, hein? C'est notre secret. Allez, vas-y, vas-y, Et la gonzesse, t'as rien à foutre sur le terrain, va jouer à la poupée, là. Quelle frappe. La Fédé veut pas entendre parler d'équipe mixte au-delà de 16 ans. J'ai tout essayé, tu sais bien. Je suis meilleure que tous les mecs. Les gars, regardez, c'est Pichon. J'ai d'autres projets pour toi, figure-toi. J'ai été appelée pour l'équipe de France. Je suis trop fière de toi. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Vas-y, dégage. Tu vaux rien, regarde-moi, ça crève les yeux, t'as même pas le niveau. Ce mercredi est sorti en salle le film Marinette, réalisé par Virginie Verrier, dont c'est le deuxième film après À 2 heures de Paris en 2018. Comme le sous-tend le titre du film et comme vous l'a dévoilé cette bande-annonce que vous venez de voir ou d'entendre si vous écoutez l'émission en podcast, Marinette, le film, nous raconte l'histoire de Marinette Pichon, légende du football féminin français. Première footballeuse internationale française évoluant au poste d'attaquante, première footballeuse française professionnelle et aussi première star française du football, Marinette Pichon détenait avec ses 81 réalisations en bleu en 112 sélections le record de buts en équipe de France jusqu'en 2020. Et quoi de plus beau pour mettre en avant ce palmarès exceptionnel que de mettre en scène et en image la vie de Marinette Pichon, de son enfance plus que difficile au contact de son père violent et alcoolique, à sa carrière internationale dans la première ligue professionnelle féminine, la Women's United Soccer Association, je vais jamais y arriver, aux États-Unis. Un film principalement construit sur la biographie de Marinette Pichon, sorti quelques mois plus tôt en avril 2018, sobrement baptisé Ne jamais rien lâcher, mais aussi en termes de mise en scène sportive, influencée selon sa réalisatrice par L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone et par la série Olive et Tom.
Non, je sais, ça a l'air d'être une blague dite comme ça, mais c'en est pas une. Heureusement qu'on est dans le domaine de l'inspiration et pas de la reproduction, sinon le terrain de foot aurait fait 600 hectares et le film aurait duré 2 jours. Et côté casting, on retrouve notamment Garance Marillier qui s'est pas mal défoncé pour le rôle en enchaînant les séances sportives pour se mettre à niveau. Garance Marillier qu'on avait déjà pu découvrir dans le rôle de Justine dans le film Titane de Julie Ducournau qui avait topé la Palme d'Or en 2021. On retrouve également au casting Émilie Dequesne dans le rôle de la mère de Marinette, Alban Lenoir dans celui du père, Alban Lenoir qui a visiblement décidé d'être dans absolument tous les films français de 2023, histoire qu'on parle de lui à chaque soft power. Je suis sûr que c'est l'objectif par ailleurs. Et c'est Fred Testo qui reprendra les rênes du coach Brienne. Alors, est-ce que c'est bien ? Oui, les critiques retiennent globalement un biopic trop sage, manquant d'aspérité, pour lequel il faut un petit peu se cramponner sur son siège pour rester éveillé jusqu'au bout. Cramponner, vous l'avez, elle était facile. Ça, il faudra en tout cas juger sur pièce. Mais Marinette, c'est un film qui, à mon sens, a de sa simple existence en tant qu'objet culturel un triple intérêt. Tout d'abord, celui d'être une histoire de sport au cinéma, ce qui est déjà une rareté. Mais alors, une histoire de sport, un biopic dont la protagoniste est une femme, là on est carrément sur un alignement des planètes, mais alors de toutes les planètes de l'univers, en même temps, planète Namek inclus. Ensuite, le film a l'intérêt évident de rappeler et de remettre en avant le nom de Marinette Pichon, dont la présence dans le conscient et dans l'inconscient collectif est de toute évidence loin d'être à la hauteur de l'importance qu'elle a pu avoir dans le champ sportif, dans le champ culturel, mais aussi dans la lutte politique. Lorsqu'on en demande à Virginie Verrier l'origine de sa volonté de travailler sur ce projet, elle souligne bien sûr l'hommage qu'elle souhaitait rendre à l'exceptionnelle combativité et carrière de Marinette Pichon, ça va de soi, mais aussi, je la cite, elle s'est imposée à moi parce qu'au-delà du sport, son parcours personnel que j'ai découvert, traversé par des thématiques extrêmement fortes et en totale connexion avec notre époque, prend aux tripes. Et à ce titre, Virginie Verrier a fait le choix de mettre en avant par son film des questionnements particulièrement d'actualité autour des violences faites aux femmes, autour du sexisme, autour du handicap ou encore autour de la question de l'homosexualité sur laquelle Marinette Pichon était constamment interrogée au temps de sa carrière de joueuse, en créant ainsi une sorte d'aller-retour permanent entre notre présent et le passé de Marinette Pichon. Et enfin, le film a aussi l'intérêt majeur de remettre en avant la question de la place du football féminin dans nos sociétés, en relatant les nombreuses prises de parole de Marinette en faveur de la professionnalisation du football féminin. Il nous rappelle surtout que celui-ci n'est toujours pas effectif en 2023. Ça arrivera en 2024, nous dit-on, sauf qu'en attendant, que dalle. Toujours attaché à la Fédération française de football, les seuls statuts acceptés sont ceux d'amatrice, de semi-pro ou un contrat fédéral. Super. Vous vous souveniez peut-être que Marinette Pichon avait posé la question qui fâche de manière un peu spectaculaire après la défaite contre l'Angleterre qui avait empêché les Bleus de participer à la Coupe du Monde de 2007 à un journaliste qui lui demandait des comptes. Je cite: comment voulez-vous qu'on fasse le poids alors que nous, on n'est même pas payé? De quoi remettre un petit peu les pendules à l'heure, même en 2023, a fortiori qu'on peut avoir envie de se prendre un ballon très très fort dans la tête pour oublier quand on sait que suite à un différend entre les chaînes françaises et la FIFA, la Coupe du Monde féminine qui débutera dans un peu plus d'un mois je crois, en Océanie, n'a toujours pas de diffuseur. Dans seulement un peu plus d'un mois, en espérant que la situation se débloque d'ici là, pour essayer d'accélérer le tout, une ancienne footballeuse a lancé une pétition pour demander à tout le monde de se mettre un coup de crampon au cul. Son nom, Marinette Pichon, on se refait pas. Marinette Pichon, dont vous pourrez retrouver le biopic Marinette en salle depuis ce mercredi. De la paix céleste, ou Tiananmen en chinois, la vie suit son cours. Ce dimanche 4 juin, rien n'indique que sur cette place, 34 ans plus tôt, des milliers d'étudiants chinois qui réclamaient plus de démocratie et de justice sociale se sont fait tirer dessus par l'armée. Dimanche dernier, on rendait hommage aux victimes de la répression du 4 juin 1989 sur la place Tiananmen. Le massacre de la place Tiananmen, comme on l'appelle en France, a marqué la fin des manifestations de Tiananmen en Chine, dénonçant la corruption des autorités et appelant à des réformes démocratiques. Manifestation qui s'était tragiquement soldée le 4 juin par l'intervention de l'armée chinoise ayant provoqué la mort de milliers de victimes civiles, parmi lesquelles des étudiants, des ouvriers chinois et des intellectuels du mouvement. Un massacre qui avait amené à un durcissement de la politique chinoise, à la mise à l'écart de dirigeants réformistes, à l'expulsion de journalistes étrangers et à un verrouillage total
totale des informations autour de cet événement par la presse chinoise. Et s'il y a bien un État qui rendait hommage aux victimes depuis des décennies, c'était bien Hong Kong, où les Hongkongais se rassemblaient chaque année dans le parc Victoria, dans le quartier de Causeway Bay, pour des veillées à la bougie, mais aussi pour mettre en place des œuvres d'art visuel, comme des peintures, comme des affiches, des banderoles, des graffitis, qui représentaient les scènes de massacre ou mettaient en valeur les slogans des manifestants pour mettre en œuvre des performances théâtrales, musicales, littéraires, des concerts, des expositions temporaires, tous ces mouvements qui amenaient chaque année à une superbe effervescence artistique qui prenait place pour rendre hommage aux victimes et pour rappeler toujours un peu plus la réalité de la répression chinoise. L'occasion également pour Hong Kong de réaffirmer chaque année son identité distincte de celle de la Chine continentale, de rappeler ses aspirations à un idéal de démocratie et aux droits de l'homme, et en creux aussi son soutien aux dissidents et aux activistes qui continuent de réclamer la lumière sur les événements de 1989. Sauf que ça, vous vous en doutez bien, puisque tout est à l'imparfait, c'était avant. Vous le savez comme moi, Hong Kong, jusqu'alors colonie britannique, a été rétrocédé à la Chine en 1997 pour en devenir une région administrative dont on disait à l'époque qu'elle conserverait son haut degré d'autonomie et son mode de vie différent de celui du continent. Bien sûr, un vœu pieux qui a rapidement été remis en cause par des coups de butoir ou des ingérences successives de Pékin dans la politique et dans l'organisation sociale hongkongaise. On voyait mal comment la commémoration du massacre de Tiananmen allait pouvoir durer dans le temps. Il s'agissait pour la Chine d'attendre le bon moment, quand soudain, paf, le Covid. En 2020, la pandémie permet aux autorités, via l'édiction une nouvelle fois sur la sécurité nationale à Hong Kong, de mettre fin au rassemblement. Une loi qui devrait vous évoquer des petits souvenirs par-ci par-là, puisqu'elle avait été présentée comme un outil afin de réprimer le séparatisme, le terrorisme, la collusion avec des forces extérieures et étrangères, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, et dont les opposants redoutaient qu'elles ne servent en réalité surtout à museler la dissidence, et ils avaient raison. Des centaines de personnes arrêtées, des artistes interpellés pour conduite inappropriée dans un espace public, l'arrêt des organisateurs de la veillée poursuivis pour incitation à la subversion, passible de 10 ans de prison, autant d'événements qui se sont combinés avec la fermeture de musées et le retrait de dizaines d'ouvrages sur le 4 juin 1989. L'Alliance de Hong Kong, qui organisait ces veillées, a été dissoute en 2021, a vu la plupart de ses responsables envoyés en prison, notamment l'avocat Cho Hang-tung qui, après avoir entamé une grève de la faim pour marquer le 34e anniversaire de la répression, s'est fait placer sans sommation en isolement. Le week-end dernier, c'était encore une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées dans le quartier de Causeway Bay. 5000 policiers y avaient été déployés. 5000 policiers accompagnés de blindés qui bordaient tout le parc Victoria. Parc Victoria que, d'un autre côté, les autorités chinoises avaient investi d'un carnaval de spécialités culinaires de province de la Chine, dont le bruit et le folklore avaient vocation, vous le comprenez bien, à couvrir les contestations. Face à la censure des autorités chinoises, des résistants hongkongais ont dû trouver des moyens plus discrets ou privés afin de commémorer le massacre. Des bougies ont été allumées en privé, des slogans ont été floqués sur des vêtements, des manifestations artistiques se sont faites en ligne, quand certains artistes ne se sont carrément pas expatriés à Taïwan pour continuer leurs concerts ou mener leurs pièces de théâtre, comme Candace Chong, autrice d'une pièce intitulée « Le 35 mai », une expression très utilisée par les internautes chinois pour contourner la censure du terme 4 juin, nous racontant l'histoire d'un couple décidé, après des décennies de silence, à médiatiser le décès de leur fils sur la place Tiananmen. Un triste exemple qui nous rappelle que derrière le soft power, en dernière étape, il y a toujours du hard power à la rescousse. Soutien et courage à toutes celles et ceux qui luttent aujourd'hui à Hong Kong dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis joyeux 4 juin à tous et à toutes. Les gens, il est l'heure de faire une petite pause. Vous connaissez désormais le rituel, on fait une petite pause musicale d'1 à 2 minutes, histoire de découvrir ou de redécouvrir ensemble un extrait d'une bande originale d'animé et le nom de son compositeur et de sa compositrice ou de sa compositrice. On en profite bien sûr pour faire des petites torsions de bassin, pour se détendre les épaules, pour prendre un grand verre d'eau, pour mettre un petit taquet comme ça là en cachette à son N+2. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour parler Expendables 4 de l'Apple Vision Pro et des 20 ans du format podcast. Allez, je vous dis à tout de suite.
Vous êtes toujours sur Twitch dans l'émission Soft Power, la matinale pop culture, comme tous les vendredis de 10h à midi. Si l'émission vous plaît, je vous invite à envisager de la soutenir financièrement en passant par la page Patreon dont le lien est, vous avez l'habitude, dans la description des podcasts et de la VOD ou sur le chat pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct. Un soutien financier qui me permettrait d'envisager à moyen et à long terme la pérennité de l'émission pour ces prochaines années et de travailler à la création de vidéos et de documentaires ambitieux. Pour l'instant, c'est compliqué, alors n'hésitez pas à envisager de soutenir mon travail si le cœur et la bourse vous en disent. Et si la page Patreon vous effraie, vous pouvez aussi vous tourner vers un petit sub ou un petit prime sur Twitch. Ça aide aussi, même si le ratio est plus désavantageux pour vous et pour moi. Et pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui souhaiteraient rattraper les premières news, vous pouvez retrouver l'émission en format podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des évaluations positives partout. C'est ce qui aide Soft Power à avancer dans les recommandations. Vous pouvez également retrouver l'émission en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Et puis, bien sûr, le plus important, vous pouvez venir faire coucou, passer ici, tendre la main, dire Keanu Reeves dans le chat, c'est notre cri de ralliement, puis assister tranquillement au reste de l'émission en direct, chaque vendredi sur Twitch de 10h à midi, et en profiter pour follow la chaîne. On est à une grosse centaine de follow, des 1000 abonnés, on est pas loin. Vous venez d'entendre Teito Sogo Bujutsu Taikai, un extrait de la bande originale de Saikyo Myōji no Isekai Tenseki, adaptation animée du light novel de Kiichi Kosuzu, un animé produit par le Studio Blanc et réalisé par Ryosuke Shibuya. Et c'est une nouvelle fois la très talentueuse Alisa Okerazama qu'on retrouve à la composition de cette bande originale qui est un petit chef-d'œuvre, il faut le dire. Alisa Okerazama dont on avait déjà parlé dans Soft Power et qui avait explosé avec son excellent travail sur God of High School et surtout sur Jujutsu Kaisen 0 et qu'on a pu découvrir plus récemment sur la bande originale de Shin Shikanomi, Alisa Okerazama, dont encore une fois je vous invite à découvrir l'excellent travail. Bienvenue à la maison, chérie. Tu sais lire maintenant? C'est quoi? C'est confidentiel. Je t'accompagne. Non, je suis désolée. Tu n'es pas invité. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides. Faut que je change d'amis. C'est le nouveau, lui? C'est lui notre sniper? T'inquiète pas, j'ai des lunettes de précision. Œil de lynx, regarde bien ce visage. Tire pas dessus par accident. Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la 3e guerre mondiale. À couvert! Tu préfères cette vie à tes amis, à ta famille. On fait tout péter. Envole-toi, bébé! Amène-toi. Bah là, ça devient enfin fun. T'as pas plus gros que ce truc? Oh, j'en ai un qui est bien plus gros. Est-ce que vous reprendrez un peu de mandale dans le pif avec vos céréales? C'est certainement le point de départ de la pensée de Scott Vaughn à la réalisation de ce 4e film The Expendables, franchise de films d'action entièrement structuré autour de son énorme casting rassemblant les stars des films d'action les plus emblématiques des années 80-90. Et si après l'échec au box-office et l'échec critique qu'avait été le 3e The Expendables, on pensait en avoir fini avec les aventures de Barney, Sylvester, Stallone, Ross, les
producteurs de ce 4e opus, dont Jason Statham d'ailleurs par ailleurs, nous ont dit qu'ils avaient encore des bam-boum dans la mâchoire à raconter, ce qui, quand on lit le synopsis, n'apparaît pas forcément comme évident, puisque dans ce 4e film, Sylvester Stallone retrouvera Jason Statham pour former une troupe de mercenaires entraînés pour déjouer un complot qui pourrait déclencher un conflit nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Les années 80. Côté casting, puisque c'est là qu'est tout le sel de la franchise, difficile de ne pas être un petit peu déçu à l'annonce de 50 Cent, de Megan Fox et autres Andy Garcia, alors qu'on nous annonçait il y a quelques années les présences possibles de Jack Nicholson et de Clint Eastwood. Mais je dois avouer que mettre Tony Jaa et Hugo Weaving dans le même film titille fortement mes désirs d'une mise en scène de tape à la Hong Bak, même si de toute évidence ça n'arrivera pas, et que les premières images de cette bande-annonce semblent surtout montrer un visuel grisâtre de direct ou DVD qui semble bien avoir été mis au profit de scènes de tape vraiment pas fifou et de grosses blagues sous la ceinture bien lourdes à base de comparaison avec des tailles de couteau. Ça fait un peu peur, sans surprendre, puisque le chaos qu'avait été la production du film nous pavait déjà le chemin. En mars 2017, Stallone avait quitté le projet pour divergences artistiques sur le script et la direction prise par la franchise, avant de finalement revenir début 2018. Le script est passé de main en main avant de finalement être finalisé en avril 2020, sauf que avril 2020, paf, le Covid, vous pouvez le dire avec moi, paf, le Covid. Le film a souffert de nombreux reports et d'une production éclatée dans le temps. Patrick Hughes, alors au poste de réalisateur, a dégagé courant 2021 pour laisser place à Scott Vaux, réalisateur du très oubliable Need for Speed avec le très oublié Aaron Paul. Je ne sais pas si je dois dire très oublié ou très à oublier Aaron Paul. Et le film change de ton, puisqu'il sera finalement centré sur le personnage de Jason Statham dans l'optique un jour de reprendre les rênes de la franchise, puisque visiblement, franchise il y aura encore. Un 4e opus qui sent pas mal le soufre pour le moment et qui s'intègre bien dans une longue chute libre de la licence Expendables depuis le premier épisode. Premier épisode que j'avais personnellement trouvé assez sympa, qui jouait à fond la carte de la nostalgie, sorte de 12 salopards revisités à la sauce Stallone qui avait porté le projet, et film qui avait le mérite d'aller assez loin dans son absurde concept, notamment en réunissant un casting invraisemblable à base de Stallone, de Schwarzenegger, de Willis, de Jet Li, de Lundgren, de Rourke. Rien qu'en le disant, là, ça ressemble à une fanfiction écrite sur un forum PHPBB, puis envoyée au Père Noël dans les années 2000. Film suivi d'un épisode 2, ok, sans plus, mais dont tout de même la simple présence de Jean-Claude Van Damme au casting justifiait à elle seule la nécessité absolue de le voir, et j'insiste. Puis, ce fameux 3e épisode, abominaffreux, j'ai pas d'autres mots, que j'espérais voir marquer la fin de l'histoire de Barney Ross. Mais non, il faut croire que la vie trouve toujours son chemin, surtout quand des billets de banque montrent la direction. Et après tout, peut-être que The Expendables 4 ravira tout de même de grands nostalgiques de films d'action des années 80. Sauf que, il me semble que c'est là la grande arnaque, la grande supercherie de la franchise Expendables. Elle n'a jamais été sérieusement, structurellement, une proposition de film des années 80, parce qu'il ne suffit pas, comme la production a pu le mettre en avant, de reproduire des réalisations visuelles et stylistiques propres à cette période par des cascades réelles ou par l'accumulation volontaire de poncifs pour retourner 40 ans en arrière. Les années 80, c'est une décennie de bouleversements sociopolitiques, au pinacle desquels on trouve la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. La confrontation idéologique et géopolitique de l'époque entre les deux pays était au cœur de la politique mondiale. La menace nucléaire, les tensions politiques et militaires tissaient un climat de peur et d'incertitude. A fortiori, que dans les années 80 avaient été aussi marquées, par une série d'attentats terroristes majeurs, notamment pour ceux qui étaient là à l'époque, dont je faisais pas partie, l'attentat de l'ambassade américaine à Beyrouth en 1983 et l'attentat à la bombe contre le vol Pan Am 103 de 1988, le tout sous une chape de plomb économique où s'accumulent crise, inflation et chômage croissant. Et c'est dans ce cadre qu'il faut percevoir les films de l'action de l'époque, il me semble. Terminator nous parle en creux de la peur de la technologie, de l'apocalypse nucléaire. L'Arme fatale nous offre aussi une vision assez sombre de la société américaine de l'époque. Predator nous parle de guerre, d'hommes contre la nature, mais aussi de l'intervention militaire en milieu hostile. Je peux rappeler avec évidence Rambo et son rapport complexe, entre autres avec les traumatismes de guerre ou encore avec le traitement des anciens combattants. On peut parler de Die Hard, on peut parler de Robocop, etc., qui, en plus de nous proposer des œuvres d'anthologie extrêmement satisfaisantes, transpirent
tiraient de tout leur port de leur contexte socio-historique, d'où aussi bon nombre de films de l'époque qui mettaient en avant le patriotisme et les valeurs américaines. Pensez Top Gun, pensez Commando, mettant en scène des héros défendant leur pays contre les menaces intérieures et extérieures, avec des héros souvent individuels, capables de résoudre les problèmes par eux-mêmes, dans des films qui abordaient souvent les questions de la violence, de la vengeance personnelle, de la violence urbaine et de la lutte contre le crime organisé. Parce que les films des années 80, c'est pas juste des films qui par hasard se sont retrouvés dans la grille des années 80, ce sont des produits, des contingences des années 80, autant dans le fond que dans la forme, parce qu'il faut aussi rappeler les évolutions technologiques du monde de l'audiovisuel à l'époque, avec l'élargissement des salles IMAX, avec le développement fulgurant de la VHS, avec les avancées significatives qu'il y a eu dans les techniques d'effets spéciaux et d'animation, etc., etc. Et c'est sans surprise qu'en essayant vaguement d'ensinger la structure, Expendables, avec toute la sympathie que j'ai pour le premier film, est toujours totalement passé à côté de son sujet pour ne devenir dès ses premières minutes qu'une vague esthétique tentant de nous faire passer un business plan savamment orchestré pour un hommage. Si, malgré ça, vous êtes toujours curieux ou curieuse de découvrir Expendables 4, à chacun ses vices, il faudra attendre encore un petit peu pour le découvrir en salle, puisqu'il sortira le 11 octobre 2023 dans les salles françaises. Et pour voir un bon film, là, je crois qu'il faudra attendre encore un petit peu plus longtemps. And we have a new podcast. Very first podcast. Influencers, celebrities, journalists, random friends of yours. Everyone has a podcast. Spotify plans to spend $500 million on podcast-related acquisitions this year alone. But why is this happening now? Podcasts have been around for over a decade. To understand what changed to make podcasts the phenomenon they are now, we have to... Hold on. Bon anniversaire, le podcast. Ce mois-ci, on fête les 20 ans de ce format audio numérique spécifique disponible sur Internet. 20 ans depuis la sortie du premier épisode du podcast Open Source, une émission de discussion politique et culturelle animée par le journaliste Christopher Lydon, qui est par convention retenu comme le patient zéro du monde du podcast, même si certains remettent en cause sa paternité en la datant plutôt à janvier 2021, avec tout le travail d'Adam Curry, de Dave Winner, qui avait bossé sur le fait de réécrire une partie du code RSS pour développer des blogs audio, parce qu'il faut bien comprendre que les podcasts ne sont pas arrivés au hasard et qu'ils ne sont pas l'invention d'un esprit brillant né du vide. Au début des années 2000, le développement de l'Internet haut débit facilite la diffusion et le téléchargement des fichiers audio numériques. L'émergence de dispositifs portables de lecture audio comme l'iPod d'Apple permettait nouvellement aux utilisateurs d'écouter des contenus audio à la demande et en mobilité. La démocratisation progressivement des logiciels et du matériel d'enregistrement et de montage audio ont rendu la production de podcasts accessible à un très large public. La montée en puissance du blogging, bien sûr, qui a créé une culture de l'expression personnelle et de la création de communautés en ligne autour de sujets de niche. L'innovation technologique aussi, qui a permis l'utilisation du format RSS pour distribuer automatiquement les nouveaux épisodes de podcast aux abonnés, et largement des contextes sociopolitiques favorables qui ont favorisé la recherche d'informations alternatives, critiques, engagées face à des médias traditionnels perçus au mieux comme vieillissants, au pire comme superficiels, parfois incomplets, souvent manquant de détails, voire biaisés ou censurés. Et paf, ça fait des podcasts pendant 20 ans. 20 ans pendant lesquels le podcast s'est progressivement imposé dans les foyers. 20 ans pendant lesquels l'offre est devenue pléthorique et variée, couvrant tous les genres, tous les formats et toutes les thématiques possibles, 20 ans pendant lesquels une audience croissante et fidèle s'est développée, créant avec elle une nouvelle culture de la diffusion de l'information, entraînant avec elle l'émergence des plateformes de diffusion massive, cherchant à attirer des créateurs et des auditeurs avec des services et des fonctionnalités innovantes, ou à très gros coût de droits d'auteur, ça marche aussi, amenant à une monétisation croissante des podcasts, basée principalement sur la publicité, vous connaissez un petit peu le système, mais aussi sur les abonnements payants, surtout ces dernières années, de temps en temps sur le mécénat ou le commerce électronique, il est vrai, et bien sûr, par voie de conséquence, amenant à une professionnalisation croissante des producteurs de podcasts qui bénéficient de plus en plus de ressources, de formation et de plateformes pour créer et diffuser leur contenu audio. 20 ans pendant lesquels une culture du podcast s'est développée dans le monde entier,
entier et ces dernières années un peu plus intensivement en France avec le boom lié à la pandémie. Dans son étude de 2022 sur l'usage audio des Français, Médiamétrie révélait que le podcast était la forme digitale qui connaissait la plus forte progression en France. 36,1% des internautes déclarent écouter au moins un podcast par mois en 2022. Pour un total désormais de 17,6 millions d'auditeurs, c'est énorme. Un gain de 2,6 millions de nouveaux adeptes en l'espace d'un an. Tant d'auditeurs de podcasts et si peu d'évaluations sur la page Spotify de Software. C'est un scandale. Et quoi de mieux pour fêter ces 20 ans du podcast qu'une bonne grosse vague de licenciements Oh, vous aviez cru que j'allais seulement faire l'historique du podcast ? Ah bah non, vous connaissez mal l'émission, puisque bien trop pressé de célébrer l'anniversaire du podcast, l'anniversaire du format, Sahar El-Abachi, le vice-président de Spotify, la plus grosse plateforme de podcast aujourd'hui, vice-président mais aussi responsable de l'activité podcast, a déclaré qu'il réduirait les effectifs de sa division podcast de 200 personnes, soit 2% de la totalité de l'entreprise. Ah, une décision qu'on nous dit bien sûr difficile, mais nécessaire. Phrase que j'envisage très fortement de me tatouer juste ici à la même into pour ne pas avoir à la relire à chaque fois, puisque je cite, et c'est le moment bullshito, un marketing de la semaine, vous connaissez, les licenciements font partie d'un effort plus large pour passer à la prochaine phase de notre stratégie pour le podcast. Quoi ? Comprenez une stratégie qui commence par maximiser la consommation de l'audience massive que nous avons acquise grâce à notre innovation dans le format et en veillant à ce que plus de créateurs et ce dans le plus d'endroits possible, blablabla, je passe, l'introduction de modèles commerciaux pour aider davantage de créateurs à tirer des profits significatifs de leur travail. Il dit qu'il ne voit pas le rapport et qu'il trouve ça un petit peu gonflé de corréler le soutien des créateurs à la nécessité de licencier 200 personnes, puisque, je le cite une dernière fois avant de faire une syncope, soutenir la communauté des créateurs nécessite une adaptation et au cours des derniers mois, notre équipe de direction a travaillé en étroite collaboration avec les ressources humaines, pour déterminer l'organisation optimale pour ce prochain chapitre. Mesdames et messieurs, la langue de bois. Une décision qui, il me semble, est à mettre en parallèle avec la précédente série de licenciements du groupe en janvier de 500 emplois cette fois-ci, basée sur l'argument incroyable du « Ah bah on avait vu trop gros pendant le Covid, on avait trop engagé, maintenant on n'a plus de sous, les temps sont durs, paf, le post-Covid, tout ça. » Une décision qui est à mettre en parallèle aussi avec une autre série de licenciements dont on ne connaît pas trop le chiffre cette fois-ci, en lien avec la fermeture en avril dernier de son application audio en direct Spotify Live, et une décision qu'on peut mettre aussi qu'on peut relier aussi à d'autres groupes qui ont décidé de supprimer une partie de leurs effectifs récemment. Microsoft, Amazon, Apple, Meta, Roku, tous y sont passés et y passent encore, toujours avec des sacrifices sur l'autel du climat économique difficile et des vents contraires des marchés financiers. Ça aussi, hop, ici, là, boum, tatouage memento. SoundCloud en 2022 avait carrément annoncé la suppression d'un 5e de ses effectifs compte tenu du climat difficile, blablabla. Vous voyez la commode au fond là, hop, mes fesses elles arrivent dessus en un temps record. Licenciement auquel s'ajoute celui de 8% des effectifs le mois dernier. Mais bon, on les comprend, ça va mal, sauf qu'attendez, le dernier rapport sur les résultats de Spotify pour le premier trimestre 2023 a montré une croissance des abonnés payants plus forte que prévu, avec l'ajout de pas moins de 5 millions de nouveaux abonnés payants. Attendez, je comprends pas. Portant le total à 210 millions d'abonnés à travers le monde. Attendez, je comprends pas. Rapport de Spotify qui montre aussi que le nombre d'utilisateurs d'actifs mensuels a connu une hausse de 26 millions, que la société avait généré un chiffre d'affaires en hausse de 13% de glissement annuel à taux de charge constant. Ce qui fait tout simplement que la consommation de podcasts sur Spotify a connu une croissance. Excusez-moi, je m'éclaire un petit peu la gorge, j'ai besoin de le faire. Une croissance de 1400% par rapport à son niveau de référence de 2019 et que les revenus publicitaires, eux, avaient connu une élévation de leur pourcentage à deux chiffres, sauf sans qu'on en sache plus, de 2021 à 2022. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Sahar El-Abachi, le vice-président de Spotify qu'on a écouté tout à l'heure, qui se félicite même du fait que la plateforme est devenue la première plateforme de podcast audio du monde. Mais Sahar, tu peux pas dire ça. Attends au moins quelques mois avant de te contredire publiquement, ça se voit. Et puis, j'aurais pas assez de place sur mon bras pour écrire toutes les pitreries là. Bon, on se calme. On était là pour l'anniversaire du podcast, 20 ans déjà. Et pour célébrer ça, je vous propose d'acheter ensemble un gros gâteau avec 200 bougies dessus,
Une pour chaque tête sacrifiée, pour le climat économique difficile et les vents contraires des marchés financiers. Bon anniversaire. I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. And here it is. Ceci est une révolution, ces mots qu'on prête habituellement à Steve Jobs auraient pu être prononcés par Tim Cook ce lundi lors de la conférence mondiale des développeurs 2023 pour le nouveau produit Apple, ouvrant une toute nouvelle gamme pour le plus important GAFAM du monde, l'Apple Vision Pro, un masque de réalité mixte, comprenez qui peut alternativement être un masque de réalité virtuelle et un masque de réalité dite augmentée, vous permettant de voir des éléments virtuels dans le monde réel, l'aboutissement d'un long processus de production depuis qu'Apple avait acquis la société allemande de réalité augmentée Metaio en mai 2015. Un long processus à rebondissement avec des abandons, des reprises et son lot d'incertitudes. Mais l'attente de beaucoup d'acteurs et d'actrices de la tech qui vivotaient sur des rumeurs depuis des années a pu être en partie récompensée ce lundi avec la présentation du masque. Et c'est évidemment un monstre de technologie, il n'y a pas d'autre mot. Plus de 5000 brevets pour des technologies ont été déposés pendant le développement du masque, un enfer de droits d'auteur. Des écrans micro-OLED pour un total de 23 mégapixels, des milliards de caméras absolument partout qui vont faire la joie de certains pirates informatiques d'ici quelques années, des caméras infrarouges, la possibilité de scanner vos iris, super, la possibilité assez bluffante, il faut le dire, de pouvoir gérer tous vos déplacements dans l'interface avec seulement des mouvements subtils de vos doigts, un système audio-spatial, une puce M2 de MacBook Pro et une autre, le R1, dédié au traitement en temps réel des entrées des capteurs, le tout soutenu par des matériaux nobles, on connaît Apple, et évidemment des matériaux très rares, absolument partout, avec sa façade en verre feuilleté et son très joli cadre en aluminium, pour un masque qui vous promet à l'arrivée le meilleur des deux mondes, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Grosso modo, c'est un ordinateur nouvelle génération que le marketing Apple nous vend comme un ordinateur spatial, quoi que ça veuille dire. Vous y trouvez toute votre bureautique, vous pouvez afficher sur la porte de vos toilettes votre fil Twitter, puisqu'il n'y a que là-bas qu'il a vraiment sa place, et je peux bien sûr afficher le chat extrêmement qualitatif de cette émission devant ma cheminée que je n'ai pas, mais que je vais pouvoir ajouter en réalité augmentée, c'est ça la promesse. Mais vous pourrez également faire des trucs qui ont l'air assez fifou, pour être honnête, voyager dans vos photos, revisionner des souvenirs vidéo en 3D, assister à des compétitions sportives et à des concerts en y étant virtuellement et en vous plaçant à des endroits stratégiquement situés pour des cadres et une immersion jamais vus. Ça a l'air plutôt cool en réalité. Vous pouvez appeler vos N+1 avec FaceTime, sachant que le casque produira une version de vous virtuelle haute fidélité. Et si c'est pas encore parfait, ce qu'on nous a montré et laissé espérer était plutôt cool. Le tout contrôlé à la voix et aussi littéralement au doigt et à l'œil. Un bond technologique qui fait frémir mon petit cœur cybernétique de techos, heureusement instantanément arraché, jeté à terre, piétiné, refroidi et brisé en 1000 morceaux suite à l'annonce du prix, $3 pour les modèles d'entrée de gamme. $3 Allô? Une annonce qui vise évidemment dans un premier temps les early adopters et celles et ceux qui sont intéressés par une utilisation professionnelle du masque, qui sont probablement, vous savez, ces gens-là vous les connaissez, entrepreneurs d'eux-mêmes et qui ont des morning routines, etc., histoire de forcer l'ouverture du marché puisqu'Apple espère écouler 1 million d'unités dans le courant de 2024, année
de sortie du masque. Derrière, on comprend bien la volonté de la firme à la pomme de renforcer sa position dominante sur le marché de la tech. On ne dit pas position dominante, on dit place sur le marché, évidemment, en tentant cette fois-ci de prendre une longueur d'avance sur le marché de l'informatique afin d'imposer au plus vite son système d'exploitation sur ses ordinateurs spatiaux et ainsi damer le pion, on le comprend bien, à l'indétrônable Windows des ordinateurs ancienne version, on va dire. Et que dire d'autre, si ce n'est que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un produit aussi américain, aussi transparent dans ses intentions. Productivité, le mot a dû être répété 40 fois pendant la présentation du casque, dans des publicités flirtant souvent, comme beaucoup de commentateurs l'ont fait remarquer, avec des épisodes de Black Mirror, ce qui nous rappelle au passage que la théorie selon laquelle les dirigeants de GAFAM ont pris les plus grands livres d'anticipation et de science-fiction pour des manuels Ikea à suivre au pied de la lettre se confirme. Du père qui vit l'anniversaire de sa fille avec un casque vissé sur la tête à celui qu'on imagine déjà regarder en boucle les souvenirs 3D de ses proches disparus comme dans les plus sombres œuvres d'anticipation, la mise en image du masque d'Apple s'est faite dans une succession de publicités édifiantes. Vous serez désormais seul pour vos pratiques culturelles, le cinéma se consommera seul, le sport se consommera seul, les séries se consommeront seules, vos interactions se feront via un persona, un avatar virtuel, et les quelques emballages esthétiques du casque, comme ces étranges yeux numériques qui apparaissent sur le casque pour que votre entourage ait encore l'impression de vivre avec vous, vous donnent l'étrange impression que les dirigeants d'Apple voient très bien le mur qu'ils ont participé à construire arriver à grande vitesse, tout en faisant des petits dessins comme ça de chatons sur l'airbag, histoire que vous gardiez le sourire quand l'accident arrive. Et pour peaufiner le tout, évidemment sans surprise, pour tout ce qui est des questions qui devraient être les absolus préalables collectifs au travail de ce genre de technologie, la question de notre rapport réel, de notre rapport à nos pratiques culturelles, la question de notre rapport à l'environnement, au contrôle des données, à la manipulation des perceptions, à notre réponse à une fracture numérique toujours plus complexe. C'est trop tard, de toute façon, c'est pas nous qui décident. Apple a dit pas de politique dans mon Apple Vision Pro, mais pas non plus d'éthique ni de social. Après tout, ceci n'était donc pas vraiment une révolution. Pour celles et ceux qui souhaiteraient quand même passer le cap, courage à vous d'abord. Et il faudra être un petit peu patient puisque le masque est prévu pour l'année prochaine seulement aux États-Unis pour le moment. Aucune date en Europe. De quoi préparer la douille que va être le taux de change dollar-euro et faire sécession avec votre famille et avec vos amis puisque de toute façon, vous n'en aurez plus besoin. Voilà, c'est terminé pour les news de cette semaine. J'aurais pu vous parler plus en détail de l'envie de Disney de faire du Roi Lion une franchise à la Star Wars, ce qui en plus d'être totalement absurde au possible, a permis à Sean Bailey, le président de Walt Disney Studios Motion Picture Production, d'avoir cette incroyable sortie que je cite « Il y a beaucoup d'espace à exploiter si nous parvenons à trouver les histoires ». Ce qui en dit beaucoup sur la construction des franchises chez Disney en 2023. En amont du processus de constitution du récit, on n'a même plus besoin d'histoire pour se lancer. J'aurais pu vous parler du marché chinois des jeux qui a atteint les colossaux 45,5 millions de dollars en 2022. J'aurais pu vous parler du documentaire sur le producteur, créateur de jeux vidéo un brin mégalo Hideo Kojima, intitulé Hideo Kojima Connecting Worlds, un documentaire produit par PlayStation Studio en association avec Kojima Productions et Filmworks et qui devrait nous donner un aperçu assez rare sur les processus créatifs mis en œuvre par Kojima. J'ai assez hâte. J'aurais pu vous parler d'une petite victoire obtenu par les communautés LGBT aux États-Unis, puisque le juge fédéral Thomas Parker a invalidé cette semaine, il me semble, une loi de l'État du Tennessee en vigueur depuis le 1er avril 2023 qui permettait l'interdiction de spectacles de drags dans les lieux publics. C'était un peu l'enfer, surtout que c'était fait de manière détournée. J'aurais pu vous donner des nouvelles de l'affaire Johnny Kitagawa, dont on a parlé dans Software il y a 2-3 semaines, qui continue son bonhomme de chemin, puisque Sakura Sho, membre du très célèbre groupe Arashi, peut-être le plus gros groupe de Johnny's aujourd'hui au Japon, a pris la parole pour parler de cette affaire, donnant instantanément un écho tout à fait particulier à celle-ci, du fait de sa colossale notoriété. J'aurais pu vous parler, malheureusement sans surprise, du dépeçage continu des studios Pixar par Disney, avec le licenciement de 75 employés, dont 3 piliers du studio pour, nous dit-on, restructuration massive, et hop, un petit tatouage memento par ici. J'aurais pu vous parler de la loi influenceur adoptée à l'unanimité. J'aurais pu vous parler également des tests du jeu Diablo 4 qui sont assez emballés, mais c'est peut-être un petit peu aussi parce qu'ils n'ont pas attendu de pouvoir tester les microtransactions du jeu qui n'étaient pas encore disponibles.
bizarre, mais ça fait déjà pas mal pour cette émission, pour l'émission cette semaine. Alors, je vous propose de passer doucement mais sûrement aux recommandations de cette semaine, en commençant par un vidéaste dont je n'ai absolument au grand jamais parlé sur cette chaîne. Cinéastes organiques du mouvement social. Oui, on en a des engagés qui décrivent les conditions des exploités, mais elle est où la joie, la glorification de l'émancipation, quand c'est pas tout simplement misérabiliste? Oui, en France, on a des Gilles Perret ou des François Ruffin qui mettent de la joie et de la beauté dans la lutte, mais on reste surtout sur une logique de docu. C'est ouf parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'images, d'imaginaires qui accompagnent nos luttes. Regardez comment les gens se réapproprient toutes les représentations populaires, même les trucs les plus mainstream, au sein même de ces luttes. Là-dessus, il y a un super thread de Lex Tutor qui part de ces Chiliens qui font un Genki Dama en manif. Et pourtant, c'est... Alors oui, je vous vois déjà venir dans le chat avec encore une vidéo de Bolchegeek. En fait, ici, c'est pas la chaîne de Lex Tutor, c'est la chaîne de Bolchegeek. Attendez, j'ai des bonnes justifications. Évidemment, d'abord, je voudrais vous rappeler que c'est dans les conditions générales d'utilisation de l'émission Soft Power. Je vous les lis, article 7 des conditions générales d'utilisation de Soft Power. Conformément au CGU de l'émission, le présentateur de Soft Power, c'est-à-dire Bibi, est obligé de diffuser les nouvelles vidéos de la chaîne Bolchegeek chaque semaine. Cette obligation vise à offrir des recommandations de contenu en lien avec la pop culture. Bolchegeek s'engage par là même à fournir des vidéos de qualité en accord avec les thèmes de l'émission. Tous litiges seront résolus par une compétition de cosplay entre le présentateur de l'émission et un membre de l'équipe Bolchegeek. Voilà, article 7 de Soft Power. Et puis plus sérieusement, si j'ai choisi cette vidéo cette semaine, c'est aussi parce qu'elle marque la fin de la collaboration de l'équipe Bolchegeek avec le journal L'Humanité, en tout cas la fin de cette première saison de l'émission populaire. Pour cette dernière, l'équipe revient sur Soykuba, un film soviéto-cubain réalisé par Mikhail Kalatosov, c'est ça, sorti en 1964 dans le cadre de la fin du régime de Fulgencio Batista, un film important de l'histoire soviétique qui avait longtemps disparu des radars suite à son interdiction de diffusion dans les cinémas américains pendant la guerre froide, avant d'être redécouvert par le romancier Guillermo Cabrera Infante. Et dans cette vidéo, Benjamin Patino s'appuie sur Soykuba pour se poser la question du rôle du cinéma dans le mouvement social et évidemment la question centrale de son actualité. C'est toujours aussi quali, le montage, l'écriture, la production générale sont toujours top. Mention toute particulière et big up à l'accompagnement musical de 2080, à la composition qui a fait un travail monstre pour donner une vraie ambiance à l'émission pendant toute cette saison. Je m'avance pas beaucoup en disant que cette émission a fait partie de ce qui s'est fait de mieux sur la pop culture francophone sur cette saison 2022-2023 et il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que celle-ci soit renouvelée pour une saison 2. Le film maudit de la Révolution, c'est sur la chaîne du journal L'Humanité. La femme assise à la table de jeu. Et enfin, celles qui mettent en scène des personnages qu'à l'époque moderne on appelait des filous, des fripons ou encore des grecs, c'est-à-dire des tricheurs. C'est un sujet qui était très à la mode au XVIIe siècle, très apprécié des peintres dits caravagesques notamment, et sans surprise, c'est à cette catégorie iconographique qu'appartient la toile de Delatour qui nous rappelle, dans le contexte du jeu, que notre héros et son mentor sont des escrocs notoires. Cette semaine, la chaîne Homo Ludens, une chaîne dont on a déjà parlé par ici et qui fait un brillant travail de mise en perspective des peintures dans le jeu vidéo, s'est intéressée au choix des peintures affichées dans le jeu Card Shack, un jeu d'action-aventure développé par Nerial qui a la petite particularité de se dérouler dans la France du XVIIIe siècle. Et puisqu'on est amené à visiter plusieurs endroits dans le jeu, dont un atelier de peintre, Homo Ludens est pris d'analyse pour l'histoire que nous racontent les peintures qui ont été sélectionnées par les développeurs pour habiller leur décor. Le tricheur à l'as de carreau de Georges Delatour, les tricheurs de Caravage, les joueurs de cartes dans un intérieur ensoleillé de Peter de Hook. Autant de peintures qui permettent à Homo Ludens d'explorer l'histoire des toiles représentant des jeux de cartes. C'est très précis. Et ce que ça nous en dit du protagoniste du jeu dans un dialogue constant entre le jeu vidéo et les peintures qui sont utilisées pour l'illustrer. Et plus passionnant encore, il nous parle du choix volontairement anachronique d'afficher des peintures de Wim Megeren, un des faussaires les plus connus et les plus adroits du XXe siècle, et c'est hyper intéressant. Homo Ludens, je m'en lasse pas et je vous recommande au passage l'intégralité de sa chaîne.
Ce qui m'intéresse, c'est ce passage-là. Et il en ressort que si tous les mythes, et ça peu importe l'époque où la civilisation, sont les mêmes, c'est parce que finalement tous les êtres humains, peu importe l'époque ou l'endroit où ils se trouvent sur le globe, leur culture, leur civilisation, tout ça, ont les mêmes aspirations, ont les mêmes angoisses, les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes sentiments, les mêmes questionnements en fait. Si tous les mythes se ressemblent, c'est parce que tous les humains se ressemblent en fait. Bref. Le but du discours du chef avec le monomythe, c'est de dire que vu que les êtres humains sont les mêmes depuis la nuit des temps, c'est normal que les mêmes histoires plaisent à toute époque et donc c'est pas étonnant que tout tourne en rond. Moi je veux bien. Mais alors, pourquoi la plupart des œuvres qui ont traversé les époques n'ont rien à voir avec le monomythe? Les Fleurs du Mal, L'Étranger, Les Misérables, Le Petit Prince, Cyrano de Bergerac, le roman de Renard. La vérité, c'est juste qu'on a tendance à prendre le monomythe un peu trop au sérieux. L'amour, l'angoisse de la... Après vous avoir parlé de BDmancie la semaine dernière, je vous propose cette semaine de vous intéresser à la nouvelle vidéo du fils de Bulle, une vidéo alimentée à son origine par une vidéo d'il y a quelques mois du chef Otaku qui tenait des propos pour le moins ambigus sur le fameux livre L'homme aux 1001 visages de l'écrivain et mythologue et mytho Joseph Campbell. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le travail de Campbell, sa thèse principale, connue sous le nom de monomythe, soutient que les récits et les mythes à travers le monde partagent une structure narrative fondamentale. Un livre et une thèse que beaucoup ont pris et prennent encore pour argent comptant, à commencer par George Lucas avec le premier Star Wars, ce qui a pu donner l'impression de véracité à la thèse de Campbell pour tous les auteurs et tous les réalisateurs qui ont, dans la lignée de Star Wars, produit d'autres films. Bien qu'aujourd'hui, la thèse soit quand même pas mal démonté de toutes parts, entre autres pour ses errances méthodologiques, pour ses biais colossaux, pour son ignorance volontaire de bon nombre de mythes ou pour le fait de minimiser une richesse et une diversité culturelle qui contredirait sa thèse. Et c'est un peu de tout ça dont parle le fils de Bulle dans sa vidéo, dont le rapport avec le chef Otaku n'est en réalité qu'un prétexte à une nouvelle fois parler de bande dessinée et de grammaire de la bande dessinée. C'est assez riche, c'est chouettement engagé et rien que pour la réponse salée du chef Otaku en commentaire, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Pourquoi toutes les histoires du monde sont les mêmes? C'est chez le fils de Bulle que ça se passe. Avec une superbe édition chez Calidor de Salammbô de Gustave Flaubert, illustré par Suzanne Raphaël Lagneau et les dorures. Voilà, c'est vraiment un bel objet en édition en dur. Salammbô, écrit en 1862, un des chefs-d'œuvre de Gustave Flaubert. Voilà, l'histoire de guerre, d'amour, de trahison dans Carthage au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et pour terminer cette salve de recommandations, je vous propose une petite sélection sans prétention de classiques de la littérature, mais dans des versions illustrées qui sont assez magnifiques, il faut le dire. Le tout est présenté par la chaîne Contrevent Pop Culture, qui régulièrement propose des sélections d'œuvres de pop culture, notamment de bandes dessinées, mais pas que. Et pour cette vidéo, le vidéaste revient sur des éditions illustrées d'une poignée d'œuvres, Double assassinat dans la rue morgue d'Edgar Allan Poe, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde ou encore Salammbô de Gustave Flaubert. Les éditions ont l'air superbes et j'aime bien de temps en temps flâner comme ça dans les vidéos, dans les recommandations de lecteurs et de lectures de passionnés, surtout quand on a au bout de si beaux objets. Et je me suis dit qu'une fois n'est pas coutume, ce serait sympa de vous les partager. Sélection de romans classiques illustrés, c'est sur la chaîne Contrevent Pop Culture. Fin des recommandations de la semaine, j'en profite pour préciser que vous pouvez m'envoyer vos recommandations chaque semaine. Ça me permettra de vous faire découvrir des auteurs et des autrices que j'ai manqués. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, en message privé sur Twitch, comme vous voulez. Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode, vendredi prochain, de 10h à midi, heure française, sur Twitch, pour ne pas changer. N'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, l'émission aura désormais le plus souvent possible, et ce sera pas systématiquement le vendredi, une troisième partie pendant laquelle on recevra un invité pour discuter pop culture, et ça commence dès la semaine prochaine, midi 14h je pense, avec la venue de Benjamin Patino de la chaîne Bolchegeek, qui viendra entre autres nous parler de la sortie de son livre Le Syndrome Magnéto. Si vous avez le temps, venez donner de la force à ce moment-là pour bien démarrer le format entretien. Si vous avez manqué des news ou que vous voulez les réécouter, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui et toutes les précédentes par ailleurs en format podcast un peu partout, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Vous en avez l'habitude. Lien dans le chat et en description, bien sûr.
Et comme d'habitude, si l'émission vous plaît, vous pouvez me permettre de dégager quelques heures supplémentaires pour fournir tout ce travail et d'améliorer toute la technique en soutenant l'émission sur ma page Patreon, dont le lien est dans la description, ou en vous abonnant à la chaîne Twitch si Patreon vous fait peur. Vous pouvez bien sûr follow la chaîne, venir en live le vendredi, mettre des pouces bleus, des étoiles, etc., etc. Tout ce qui peut aider l'émission à grandir et encore grandir. Alors, merci à toutes celles et ceux aujourd'hui nombreux et nombreuses, ça fait plaisir, qui ont suivi Soft Power. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, vendredi 10h, pour une nouvelle émission. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et en attendant, ciao!